C'était un jour d'été comme tant d'autres dans les studios Disney. Le crayon traçait, le papier bruissait et l'on peaufinait une nouvelle aventure de Mickey Mouse. Rien à première vue n'annonçait l'événement. Et pourtant, ça s'est passé un 18 août 1930. Ça s'est passé en... Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yerno, sur DLRP. Bonjour Corinne, ce jour-là va apparaître sur les écrans un personnage qui n'est pas une vedette et qui pourtant va chambouler la vie de Mickey. Bonjour Nicolas, 18 août 1930. Et voici que déboule dans le court-métrage Symphonie enchaînée un personnage d'émotion pure. Triste, joyeux, malicieux, maladroit, un personnage qui parle à tous sans avoir besoin de mots. Il sera le plus fidèle ami de Mickey, celui qui va révéler la magie de Disney qui peut faire ressentir des émotions par un simple regard. Tu as compris ? Je veux parler de Pluto. Enfin, celui qui deviendra Pluto. Mais n'allons pas trop vite si tu veux bien et parle-nous donc de ses débuts. En fait, le 18 août 1930, ce n'est pas un chien que Mickey découvre dans Symphonie enchaînée, mais deux. Et on ne peut pas vraiment parler d'un coup de foudre entre les molosses et la souris. Dans ce court-métrage de 8 minutes, Mickey est injustement emprisonné, accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Dans la cour de la prison, surveillé par le redoutable Patibulaire et ses deux chiens, il joue de l'harmonica, entraînant dans son air tous les détenus qui se mettent à danser, à chanter avec lui. Dans cette joyeuse agitation, Mickey prend la fuite, poursuivi par Patibulaire et ses deux Saint-Hubert. Eh bien dis donc, on comprend mal qu'une amitié puisse naître de cette rencontre. C'est quelques mois plus tard qu'on retrouve l'un des chiens dans le film Le Pique-Nique qui nous décrit une belle journée d'été pour Mickey et Minnie qui partent en pique-nique, accompagnés du chien de Minnie, Rover. Donc, au départ, ils sont deux et non pas de nom. Ensuite, le voilà qu'il s'appelle Rover et que c'est le chien de Minnie. Nous sommes loin de l'image du compagnon de Mickey. Il faudra attendre mai 1931 et le court-métrage La chasse à l'élan pour voir Mickey partir à la chasse avec celui qui est son nouveau compagnon. Le cocasse du film signera son succès. Imagine, une confusion amusante survient lorsque Pluto, affublé par accident de branches sur la tête, est pris pour un élan par Mickey et qui le confond donc avec l'animal traqué. Heureusement, il manque sa cible. Lorsque plus tard le véritable élan apparaît furieux, une poursuite s'engage avec Mickey chevauchant un Pluto paniqué. C'est dans ce premier duo avec Mickey que Pluto reçoit son nom définitif. Mais d'où il vient ce nom de Pluto ? C'est là une référence directe à la planète Pluton, qui a été découverte la même année. Bon, toujours est-il qu'à partir de ce moment, Pluto ne quittera plus Mickey. La même année, 8 films les réunissent et 12 autres suivront en 1932, témoignant de leur immense popularité et de la place centrale dans la production des studios. Mais à qui doit-on ce personnage qui est devenu si indispensable ? Pluto est né sous la plume de l'animateur Norm Ferguson, qui est l'une des figures clés des studios Disney dès 1929. Et pour cause, il n'est pas simplement l'un des nombreux dessinateurs de l'époque, il est un pionnier d'une technique révolutionnaire d'animation appelée le suivi et chevauchement. Un principe assurant un mouvement plus naturel, fluide, qui différencie la vitesse et le rythme des différentes parties du corps d'un personnage. C'est Ferguson, chargé de la scène de Mickey en fuite, poursuivi par les deux chiens policiers, qui avait alors créé le premier prototype de Pluto. Il avait su traduire l'illusion d'un animal tangible et vivant. Mais alors doit-on y voir un élément justifiant le retour de l'animal ? Effectivement, ce réalisme bluffant impressionne Walt Disney au point qu'il décide d'intégrer ce chien comme personnage récurrent. C'est comme cela que Rover réapparaît quelques semaines plus tard au milieu d'un pique-nique et qu'il devient l'ami fidèle de Mickey en mai 1931. Et c'est comme ça aussi que Pluto va quitter le statut de figurant pour devenir membre à part entière de la famille Disney. Par contre, chez Disney, on a l'habitude de voir parler les animaux. Ce n'est pas le cas de Pluto. Effectivement, contrairement à d'autres personnages canins anthropomorphes de l'univers Disney, comme Dingo par exemple, Pluto est un chien qui se comporte comme un chien. Il ne parle pas, il ne marche pas sur deux pattes, il n'interagit pas avec les objets comme un humain. Sa singularité repose plutôt sur cette fidélité au comportement animalier, rendue d'autant plus expressive grâce aux innovations de Ferguson. Et donc c'est une véritable animation très soignée. Tout à fait, elle repose sur des éléments réalistes, bas joues pendantes, museau frémissant, corps souple et surtout une expressivité quasi humaine malgré l'absence de dialogue. Ce contraste entre un corps de chien et des émotions très lisibles
risible fait de Pluto un pionnier de l'animation de personnalité, une approche qui deviendra essentielle dans les studios Disney. Le sommet est atteint en 1934 avec Playful Pluto, dans une scène devenue culte où Pluto lutte avec un morceau de papier tue-mouche collé à son arrière-train. Pendant plus d'1 minute, il tente de s'en débarrasser et l'on voit ses pensées, ses hésitations, sa frustration comme s'il réfléchissait à voix haute sans jamais parler. Ce passage de 65 secondes marque un jalon dans l'histoire de l'animation. Pour la première fois, un personnage semble penser réellement à l'écran. Et comment a-t-on assuré la transmission de cette animation innovante ? Eh bien, en 1936, Ferguson a poussé très loin la formalisation du personnage en rédigeant une bible de 4 pages sur Pluto. Il y consigne tout. Construction corporelle, expression faciale, habitudes, gestuelle, tempérament. Pluto y est décrit comme un chien à la fois loyal, joueur, impulsif et expressif. Il peut être peureux, maladroit, curieux, mais aussi courageux et toujours très attachant. Cette codification marque une reconnaissance officielle. Pluto n'est plus simplement un acolyte de Mickey, il est une star à part entière avec sa propre logique, ses propres aventures et un langage corporel qui lui est propre. Et il aura d'ailleurs une carrière sans Mickey. Très tôt d'ailleurs. Dès 1932, Pluto entame sa carrière solo avec Just Dogs. Ce court-métrage marque le début d'une série d'apparitions où Pluto évolue seul, souvent confronté à des situations comiques ou touchantes. Dès 1933, on introduit également ses consciences, angélique et démoniaque, 2 versions parlantes de lui-même qui illustrent ses dilemmes moraux. En 1937, il obtient sa propre série de courts-métrages, débutant avec les quintuplés de Pluto où il doit gérer seul 5 chiots. C'est là que sa personnalité se précise. Loyal, naïf, gaffeur, souvent malchanceux, mais profondément attachant. Il affronte aussi des adversaires variés, comme Butch, le bulldog, des insectes espiègles ou encore les fameux Tamia Tic et Tac qui deviennent des rivaux récurrents. Et puis, l'année 1942 marque un sommet avec 5 courts-métrages solo devenus des classiques, dont Pluto Junior et Pluto au zoo, dans lesquels on voit un Pluto plus expressif que jamais, parfois rêveur, parfois maladroit, mais toujours animé avec cette grande richesse d'émotions. Il reviendra ensuite dans des diverses séries TV, des jeux vidéo, confirmant son statut de personnage Disney à part entière, capable d'exister pleinement en dehors de l'ombre de Mickey. Donc, né de l'innovation technique, Pluto n'est pas un simple compagnon à 4 pattes. C'est exactement ça. Il est l'un des premiers personnages d'animation à exprimer des émotions complexes uniquement par le mouvement, sans mots, sans accessoires anthropomorphiques. Son succès immédiat et durable s'explique très certainement par cette humanité animale, cette expressivité sans parole, sa fidélité affectueuse envers Mickey aussi, mais également par sa capacité à refléter les maladresses, les émotions et les élans de tout un chacun. Un pont entre le monde animal et l'univers émotionnel des spectateurs qui s'inscrit durablement dans le panthéon Disney en étant une oreille qui frissonne, une patte hésitante, un regard éloquent. Merci Corinne de nous avoir fait découvrir cette simplicité sincère qui en fait l'un des personnages les plus aimés de l'écurie Disney. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 18 août 1930. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.